Si l'uranium est le sang des nations modernes, que se passe-t-il lorsque le cœur de l'Afrique de l'Ouest décide de battre pour lui-même? L'an passé, dans le silence assourdissant du désert nigérien, un événement historique s'est produit. Le Niger a nationalisé, du jour au lendemain, l'intégralité de sa production d'uranium. Ce métal, invisible mais essentiel, alimente les centrales nucléaires d'Europe et d'ailleurs. Pourtant, la plupart des médias internationaux ont balayé la nouvelle d'un revers de main, comme si tout cela n'était qu'une péripétie régionale sans conséquence. En réalité, cette décision a déclenché un séisme discret mais profond. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, l'uranium extrait du Niger ne s'est plus dirigé automatiquement vers la France. Les convois, autrefois destinés à Paris, ont pris de nouveaux chemins, laissant la capitale française et Bruxelles dans la stupeur. Le confort énergétique européen, jadis assuré par la docilité supposée du Niger, s'est trouvé soudainement menacé. Cette perte de contrôle a semé une panique feutrée mais bien réelle dans les ministères et sur les marchés de l'énergie. Ce qui s'est passé importe, mais le vrai choc réside dans le pourquoi et le pourquoi maintenant. Derrière cette nationalisation, il y a l'affirmation d'un nouveau pouvoir africain, prêt à briser les chaînes de la dépendance et à reprendre la main sur ses ressources. La France, plus qu'un fournisseur, a perdu un levier géopolitique crucial dans la région. Le monde entier se retrouve à la croisée des chemins. Ce qui est en jeu, la sécurité énergétique des foyers européens, la stabilité du prix de l'électricité, mais aussi l'influence économique et politique de l'Occident sur l'Afrique. Face à eux, le Niger, désormais épaulé par le Mali et le Burkina Faso, entrevoit une souveraineté retrouvée, un pouvoir de négociation renforcé et peut-être l'inspiration pour d'autres nations de redessiner leur destin. Mais derrière ce coup de tonnerre, un nom revient sans cesse, Ibrahim Traoré. Qui est cet homme qui incarne la rupture et la fierté d'un continent en pleine mutation? Ce tremblement de terre n'est pas survenu par hasard. Depuis plus d'un demi-siècle, une exploitation discrète et implacable a miné le Niger, préparant l'explosion. Au nord, la ville d'Arlit, née aux portes du désert, n'avait qu'une raison d'être, extraire l'uranium indispensable aux centrales européennes. Pourtant, tandis que des milliers de tonnes de minerais partaient en éclairer Paris, Lyon ou Berlin, Arlit demeurait plongée dans l'obscurité. Ses rues restaient sans électricité, frappées par la pauvreté, et ses habitants buvaient une eau empoisonnée par les déchets radioactifs. Le contraste était insoutenable, mais il persistait, année après année. Les promesses affluaient, écoles, hôpitaux, routes, emplois, transformations locales. Mais la réalité, elle, s'est figée. Pendant plus de 50 années, des contrats opaques ont permis à la multinationale Orano, autrefois Areva, de régner presque sans partage sur l'uranium nigérien. À chaque cargaison exportée s'ajoutaient au ventre des pressions diplomatiques, des négociations secrètes et un soutien politique inébranlable venu de Paris. Les conséquences, elles, sont restées: pollution durable, maladies mystérieuses et une colère qui couvait sous les pylônes électriques jamais branchés. Les chiffres donnaient coin le vertige. L'uranium nigérien a parfois représenté jusqu'à 40% des besoins français. Mais au Niger, coupure d'électricité et misère restaient le quotidien. Après le coup d'État de 2023, quand le Nigeria a coupé le courant, le symbole est devenu insupportable. Comment accepter d'exporter l'énergie du monde tout en vivant dans le noir? La frustration accumulée depuis des décennies a éclaté. Les travailleurs nigériens, souvent marginalisés ou blacklistés sur leurs propres mines, voyant leurs plaintes étouffées par des responsables protégés par l'ombre diplomatique française. La nationalisation de l'uranium n'est pas une simple mesure administrative. C'est un geste de rupture, un cri de dignité. Nous reprenons le contrôle de notre destin. Ce choix, radical et risqué, défie un ordre mondial bâti sur l'exploitation et le silence. Fermer les yeux sur cette histoire, c'est ignorer la colère d'un peuple qui se bat depuis des générations pour que la lumière jaillisse enfin sur ses terres, et c'est sous-estimer l'onde de choc mondial d'une injustice qui n'a cessé de croître. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre, il faut revenir sur les jeux d'ombre et les pactes secrets qui ont bâti l'empire de l'uranium au Niger. Un jeune capitaine vient de prouver qu'on peut dire non à une superpuissance et survivre. À Ouagadougou, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a osé ce que nul n'imaginait possible, affirmer sans concession la souveraineté africaine face à l'Occident. Il a expulsé les forces françaises, remplacé les conseillers étrangers et mis fin à des décennies de dépendance, sans hésiter, sans céder à la peur. Ce geste a fait plus que secouer le pouvoir français au Sahel. Il est devenu un modèle de résistance, une étincelle qui inspire une génération de dirigeants et de peuples dans toute la région.
Pour les stratèges occidentaux, le cauchemar prend forme. Et si le syndrome Traoré devenait la nouvelle référence de souveraineté? Dans le vide laissé par la France, la Russie n'a pas tardé à s'engouffrer. Elle propose soutien logistique, coopération sécuritaire et surtout l'ouverture de nouveaux corridors pour les ressources stratégiques. Désormais, on voit une scène inédite. Des convois d'uranium traversent le Burkina Faso, escortés par les soldats de l'Africa Corps russe. Chaque kilomètre avalé marque un basculement d'influence visible et irréversible. Ce mouvement ne tarde pas à gagner le Niger, puis le Mali. Les liens entre ces pays se resserrent, non seulement par nécessité, mais aussi par conviction. Les gouvernements alignent leurs positions, coordonnent leurs stratégies et avancent ensemble vers l'émancipation. C'est ainsi que naît l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Pour la première fois, une coalition régionale pèse sur le marché mondial de l'uranium. Elle impose ses conditions et parle d'une seule voix sur la question des ressources. Ce levier inédit bouleverse tout. L'Occident, habitué à négocier avec des États isolés, se retrouve face à un bloc uni, déterminé à défendre ses intérêts. Pour l'Occident, le danger est sans précédent. Perdre l'accès privilégié à l'uranium, voir son influence s'éroder et devoir négocier sur un terrain qui ne lui appartient plus. Les cartes du pouvoir énergétique et géopolitique sont redistribuées. Mais cette révolte ne se résume pas à des gouvernements ou des contrats. Elle redéfinit les sociétés, bouscule les certitudes et invite toute une région à repenser son avenir, loin des frontières imposées par d'autres. Pour comprendre la puissance de ce basculement, il faut revenir sur un moment précis. La nationalisation de l'uranium au Niger. C'est là que l'histoire prend un tour irréversible. Quand des nations autrefois rivales apprennent à coopérer, le monde vacille. Au Sahel, la souveraineté n'est plus un rêve lointain. Elle se vit, elle se ressent, elle s'incarne dans chaque rue de Ouagadougou, Niamey ou Bamako. On n'y parle plus seulement de politique. C'est le destin collectif qui s'invite à chaque conversation. Pour la première fois depuis l'indépendance, un souffle d'appropriation traverse les populations. La dignité perdue refait surface, une fierté nouvelle irrigue les écoles, les familles, les marchés. Les jeunes, longtemps condamnés au silence, reprennent la parole. Ils réécrivent l'histoire, refusant le récit imposé par d'autres. Les médias locaux deviennent les porte-voix de cette révolution tranquille. Sur les réseaux, de nouvelles plateformes racontent le quotidien par les yeux de ceux qui le façonnent. Les marchés régionaux, stimulés par cet élan, voient éclore des entreprises qui osent enfin investir sur leur propre sol, convaincus que l'avenir ne se joue plus à l'étranger, mais ici, maintenant. L'Alliance des États du Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso, devient une force stratégique sans précédent. Leurs ressources ne sont plus dispersées, l'uranium du Niger, l'or du Burkina, le manganèse du Mali forment désormais un socle commun. Les corridors logistiques, jadis fragiles, se transforment en artères vitales, reliant le Sahel à tout le continent et peut-être demain à l'Atlantique. 3 scénarios s'esquissent. Premier scénario, la stabilisation. L'Union bâtit un marché régional robuste, attire partenaires et investisseurs, créant ainsi un nouveau pôle de croissance africain. Deuxième scénario, la confrontation. Les puissances occidentales, voyant leur contrôle s'effriter, intensifient la pression. Sanctions, guerre informationnelle, menaces sur les corridors et les mines. Troisième scénario, l'expansion. L'AES, sécurisant l'accès aux ports atlantiques, s'ouvre sur le monde, exporte ses ressources selon ses propres règles, bouleversant des logiques commerciales datant de plusieurs décennies. Au cœur de ce basculement, un nom s'impose, Ibrahim Traoré. Le jeune capitaine burkinabé, devenu chef d'État, incarne l'audace et la clarté idéologique qui donnent une cohérence à l'alliance. Il n'est pas seul, mais il symbolise une génération décidée à briser le cycle de la résignation et à écrire elle-même l'avenir. Ce qui inquiète l'Occident, ce n'est pas seulement la perte de l'uranium, de l'or ou du manganèse. C'est la crainte d'un effet domino, que d'autres nations africaines suivent cet exemple, reprennent le contrôle de leurs ressources, s'émancipent des anciennes tutelles. L'Europe, dépendante du Niger depuis plus d'un demi-siècle pour son énergie, fait face à l'inconnu. Son influence chancelle, sa sécurité énergétique n'est plus assurée et ses marchés sentent poindre la tempête. Désormais, le sort de l'approvisionnement énergétique européen, la stabilité régionale africaine et la capacité du continent à imposer un nouveau modèle géopolitique sont liés. Pour la première fois, le pouvoir mondial doit composer avec une variable qu'il croyait impossible, un Sahel souverain, uni, prêt à imposer ses propres règles. Mais au-delà des cartes diplomatiques et des stocks d'uranium, une question obsède tous les décideurs. Jusqu'où l'effet domino peut-il aller ?
Le modèle du Sahel va-t-il se répandre et redessiner l'équilibre mondial pour une génération entière? Derrière les jeux de pouvoir et les batailles pour les ressources, un peuple brisé par 2 générations de silence retrouve soudain sa voix. Ce qui se joue aujourd'hui au Niger dépasse la simple question de l'uranium. C'est une révolution intérieure qui commence à embraser tout un continent. Nationaliser, ce n'est pas une affaire de chiffres ou de contrats. C'est un acte de rébellion morale, sociale, presque existentielle. Pour la première fois depuis l'indépendance, les citoyens se sentent maîtres, non plus spectateurs impuissants d'un théâtre dirigé par d'autres. La solidarité nouvelle entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso redéfinit la carte du pouvoir. Unis, ces pays pèsent d'un poids inédit contre les multinationales et les États, qui, hier encore, dictaient à Lacan leurs lois sur les ressources africaines. Ensemble, ils peuvent négocier, refuser et même imposer leurs propres règles sur la scène mondiale. Mais chaque révolution porte son lot de dangers. L'histoire africaine regorge d'exemples où l'élan populaire a été trahi par la corruption ou la soif de pouvoir. Pourtant, il est désormais impossible de revenir à l'ancien ordre, où l'Afrique n'était qu'un décor, privé de sa voix et de son destin. Le modèle né au Sahel inspire déjà d'autres nations africaines. Il prouve que le contrôle de ses richesses et de ses routes commerciales peut devenir le socle d'une souveraineté réelle. Ce message déstabilise les puissances mondiales, forcées d'admettre leur vulnérabilité face à ce nouvel équilibre. Ce récit n'est pas réservé à Niamey ou Ouagadougou. À Paris, à Pékin, partout, chacun peut y puiser la force de remettre en question l'ordre établi, de défendre ses droits, ses ressources, sa dignité. Ce moment appartient à tous ceux qui refusent l'oubli et la soumission. Mais l'enjeu est colossal. Perdre cette dynamique, c'est risquer de replonger dans la dépendance. La saisir, c'est ouvrir la porte à une ère de négociation, de respect et de nouveaux équilibres entre les peuples. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir même de la souveraineté et de la justice mondiale. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par cette révolution, il faut examiner comment les marchés, les États et les citoyens réagissent à ce nouvel ordre. En coulisses, un basculement silencieux s'opère déjà. Ce n'est pas la conclusion d'un récit, mais l'ouverture d'une ère où l'Afrique impose ses propres règles. En moins de 12 mois, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont obligé le monde à considérer l'Afrique comme un acteur central. De périphérie instable, la région devient soudain le cœur d'un jeu énergétique global, où chaque ressource et chaque décision peuvent bouleverser la vie de millions de familles, du nord au sud. Le Sahel n'est plus un décor de crise ou de pauvreté. Il devient la table où les puissances doivent s'asseoir, non plus pour imposer, mais pour écouter et négocier. Aucune trajectoire n'est tracée d'avance. Les nouveaux leaders affrontent des périls énormes. Pression diplomatique, sabotage, sanctions, tentatives d'isolement. Mais ils ont compris que la peur n'a plus de prise et que la souveraineté se défend à chaque instant, à chaque accord, sur chaque parcelle de terre préservée. Pour l'Europe, l'Amérique ou la Chine, ce bouleversement n'est pas un simple ajustement de marché. C'est le choc de découvrir que la domination sur les ressources africaines n'est plus garantie. Désormais, les marchés mondiaux doivent intégrer une variable inédite, la volonté politique du continent africain, imprévisible mais affirmée. Le Niger a prouvé qu'il était possible de sortir du silence pour devenir arbitre. Et ailleurs, des signaux s'allument, en Namibie, en République démocratique du Congo, en Guinée. La question n'est plus si l'Afrique suivra cette voie, mais quand et à quelle échelle. Peut-être ce réveil n'en est-il qu'à son commencement. Mais pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, la souveraineté africaine fait vaciller l'ordre mondial. Investisseurs, diplomates, citoyens ordinaires doivent s'attendre à de véritables secousses, car tout le système d'approvisionnement, de l'électricité à l'industrie, se redessine désormais à Niamey, Ouagadougou et Bamako. Le monde observe. Le Sahel sera-t-il le pivot du XXIe siècle, ou ce moment sera-t-il étouffé par les anciennes puissances? Une certitude demeure, rien ne sera plus comme avant. Les équilibres sont précaires, les ambitions décuplées, et l'Afrique n'a jamais eu autant de choix. Restez vigilants, car ce qui se joue aujourd'hui au cœur du désert pourrait façonner le confort de votre foyer, la solidité de votre monnaie et la stabilité de votre pays dans les années qui viennent. Mais pour bien comprendre la profondeur de cette rupture, il faut se pencher sur des exemples concrets tirés de l'histoire récente et lointaine. Plongeons dans les arcanes du passé pour saisir comment la nationalisation de ressources stratégiques a souvent bouleversé le monde. Prenons l'exemple de l'Iran en 1951, lorsque le Premier ministre Mohammad Mossadegh a nationalisé le pétrole iranien.
jusque-là contrôlée par les Britanniques à travers la Anglo-Iranian Oil Company. Cet acte de souveraineté a déclenché une crise internationale, une réaction violente des puissances occidentales, un embargo et finalement un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6 pour rétablir leur contrôle. Des décennies plus tard, l'onde de choc de cette nationalisation se fait encore sentir dans la politique énergétique et les relations internationales. Autre parallèle frappant, l'Algérie en 1972. Le gouvernement de Houari Boumedienne a décidé de nationaliser les hydrocarbures, arrachant ainsi à la France et à d'autres multinationales le contrôle des précieuses réserves pétrolières et gazières du Sahara. Cette décision a permis au pays de financer son développement, de bâtir des infrastructures et de renforcer sa position diplomatique sur la scène mondiale. Mais elle a aussi suscité de vives tensions, ouvert la voie à des manœuvres de déstabilisation et à des campagnes médiatiques hostiles. On peut également évoquer la Bolivie, qui en 2006, sous l'impulsion d'Evo Morales, a repris le contrôle de ses réserves de gaz naturel. Là encore, les multinationales ont tenté de résister, mais la détermination populaire a permis d'imposer un nouveau partage des richesses, finançant l'éducation, la santé et réduisant la pauvreté de millions de Boliviens. Ces exemples montrent que la nationalisation d'une ressource stratégique n'est jamais un acte isolé ni sans conséquences. C'est une déclaration de guerre symbolique à l'ordre établi. Mais c'est aussi une promesse, celle que les richesses du sol et du sous-sol peuvent enfin profiter au peuple et non plus uniquement aux actionnaires étrangers. Aujourd'hui, le Niger s'inscrit dans cette lignée, mais à la différence de ses prédécesseurs, il n'est pas seul. L'AES, en rassemblant plusieurs États, vise à éviter l'isolement diplomatique, à mutualiser les risques et à renforcer le pouvoir de négociation. Concrètement, cela signifie que si une puissance tente d'imposer des sanctions à un pays, elle devra affronter l'ensemble du bloc. Imaginons un scénario concret. Face à une tentative de déstabilisation, l'AES pourrait réagir en fermant temporairement l'accès à ces matières premières, obligeant les marchés mondiaux à revoir leurs priorités. Cela rappellerait le choc pétrolier de 1973 lorsque les pays de l'OPEP ont utilisé le pétrole comme arme économique, bouleversant l'économie mondiale et forçant les pays occidentaux à repenser leur dépendance. Pour éviter les pièges de l'histoire, l'AES doit cependant tirer les leçons des expériences passées. L'une des grandes faiblesses des nationalisations a souvent été la mauvaise gestion, la corruption, le manque de savoir-faire technique et la dépendance persistante aux capitaux étrangers. Pour surmonter ces obstacles, l'Alliance peut mettre en place des partenariats stratégiques avec des pays émergents comme la Chine, l'Inde ou la Turquie, tout en veillant à ne pas tomber dans une nouvelle forme de dépendance. Elle peut également investir massivement dans la formation des ingénieurs, des techniciens, des cadres locaux, afin de bâtir une expertise endogène. Déjà, certains instituts techniques et universités au Niger, au Burkina Faso et au Mali proposent des cursus spécialisés en gestion minière, en ingénierie nucléaire ou en logistique internationale. Sur le terrain, l'effet de la nationalisation est palpable. À Arlit, des initiatives citoyennes commencent à voir le jour. Des coopératives se créent pour surveiller la radioactivité, dénoncer les abus, exiger la transparence des contrats. Des campagnes de reboisement sont lancées pour lutter contre la désertification et des ONG locales militent pour la dépollution des eaux. Les écoles enseignent désormais l'histoire minière du pays, non plus comme une fatalité, mais comme un récit de résistance et de renaissance. Au niveau régional, l'AES travaille à la création d'un marché commun de l'énergie. L'idée serait d'interconnecter les réseaux électriques, de mutualiser les capacités de production et de garantir un accès prioritaire à l'électricité pour les populations locales avant toute exportation. Une telle politique, si elle aboutit, pourrait transformer la vie de millions de familles qui jusqu'ici vivaient dans l'obscurité malgré la richesse de leur sous-sol. Au-delà de l'énergie, la coopération s'étend à d'autres secteurs stratégiques: agriculture, transport, infrastructures numériques. Des projets de corridors ferroviaires reliant le Niger au port du Bénin ou du Togo sont à l'étude afin de désenclaver la région et d'offrir une alternative crédible aux anciennes routes coloniales. Si l'on se projette dans l'avenir, plusieurs scénarios sont envisageables. Dans le meilleur des cas, l'AES parvient à stabiliser la région, à attirer des investissements éthiques, à bâtir des institutions solides et à réduire la pauvreté. Dans le pire des cas, elle pourrait être minée par des divisions internes, des ingérences étrangères ou une gestion défaillante, retombant dans le cycle de la dépendance et de la crise. Pour éviter ce piège, la société civile joue un rôle crucial. Des associations, des syndicats,
des groupes de jeunes et de femmes s'organisent pour réclamer la transparence, l'équité, la participation citoyenne à la gestion des richesses. On voit émerger de nouveaux médias indépendants, des plateformes de débat, des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Côté international, l'Afrique inspire déjà d'autres régions du monde. En Amérique latine, en Asie du Sud-Est, des voix s'élèvent pour réclamer une meilleure répartition des ressources et un nouveau contrat mondial plus équitable. Des alliances sud-sud se renforcent, des forums alternatifs se multiplient pour contourner les institutions dominées par les anciennes puissances. Pour chaque acteur, les enjeux sont immenses. Pour l'Europe, il s'agit de garantir sa sécurité énergétique, de négocier de nouveaux accords, de diversifier ses approvisionnements. Pour la Chine, c'est l'occasion de renforcer son influence, d'investir dans les infrastructures et de sécuriser ses besoins croissants en matières premières. Pour les États-Unis, le défi consiste à préserver leurs intérêts stratégiques tout en évitant une confrontation ouverte avec les puissances émergentes. Pour les jeunes Africains, c'est une opportunité historique, celle de participer à la construction d'un modèle de développement fondé sur l'autonomie, l'innovation et la justice sociale. Ils peuvent s'inspirer des réussites, apprendre des erreurs et inventer de nouvelles formes de gouvernance adaptées à leur réalité et à leurs aspirations. Quelles sont alors les étapes concrètes à franchir pour que cette révolution aboutisse ? Premièrement, renforcer la gouvernance, instaurer des mécanismes de contrôle citoyen, garantir la transparence des contrats, sanctionner la corruption à tous les niveaux. Deuxièmement, investir dans l'éducation et la formation pour que la jeunesse devienne l'acteur principal de la transformation économique et sociale. Troisièmement, diversifier les partenariats internationaux, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais négocier d'égal à égal avec chaque partenaire. Quatrièmement, développer les infrastructures, routes, chemins de fer, ports, réseaux électriques, pour briser l'isolement et stimuler le commerce intérieur et extérieur. Cinquièmement, promouvoir l'entrepreneuriat local, soutenir les PME, encourager l'innovation technologique adaptée aux besoins de la région. Enfin, instaurer une culture de la paix et du dialogue. La stabilité politique et sociale est la condition sine qua non du succès. Il faut prévenir les conflits, intégrer toutes les composantes de la société et construire un récit commun, inclusif, porteur d'espoir. L'histoire du Niger, du Mali et du Burkina Faso est encore en train de s'écrire. Mais déjà, elle inspire le monde entier à repenser les rapports de force, à remettre l'humain au centre et à rêver d'un avenir où la souveraineté et la justice ne soient plus des mots creux, mais des réalités tangibles. La question n'est donc plus de savoir si le Sahel peut changer son destin, mais jusqu'où son exemple pourra rayonner. Car lorsque les peuples se lèvent, réinventent leurs institutions, s'approprient leur histoire et leurs ressources, rien ne peut vraiment leur résister. C'est peut-être là, dans ce désert où tout semblait figé, que commence le siècle africain.